Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Guénaud. J'ai la chance d'animer ce débat et par ailleurs, j'ai également la chance de diriger la culture des deux musées privés des lettres et des manuscrits d'Europe, celui qui est à Paris, 222 boulevard Saint-Germain, celui qui est à Bruxelles, dans les passages couverts, et la culture également de l'entreprise qui les fait vivre et qui s'appelle Aristophile. Ce sont des musées privés qui ne vivent pas du denier du contribuable. Alors, démocratie culturelle, le meilleur est à venir. Ça ne veut pas dire, ce thème, le meilleur est à venir, que nous vivons parmi les bisounours et que nous allons lénifier et pontifier pendant cette heure et demie de vol qui va nous réunir. Pendant 3/4 d'heure, nous allons dialoguer avec les débatteurs et puis ensuite, pendant la demi-heure qui restera, vous aurez la parole au travers de deux types d'interventions, celle du panel d'étudiants qui a préparé des questions, et puis vos questions à vous, puisque vous avez chacun d'entre vous devant l'UNESCO est très bien équipé, vous avez des micros qui vont vous permettre d'intervenir. Alors, il y a quelques semaines, une femme de 28 ans a vandalisé la liberté guidant le peuple au Louvre de Lens. Terrible symbole. Elle ne s'est pas attaquée à n'importe quel établissement, c'était un établissement déconcentré, nouvellement, et à n'importe quelle œuvre d'art. Et même si elle a depuis été déclarée plus ou moins irresponsable, vous savez que même chez les gens qui souffrent de lourds problèmes d'ordre psychiatrique, il y a toujours un mélange de confusion qui nous situe totalement en dehors de l'esprit cartésien, mais aussi de formes d'hyper-intelligence. Démocratie et culture, la cohabitation de ces deux concepts ne coule pas de source, car nous vivons dans un pays très élitiste, de vieilles traditions culturelles, où les grandes écoles sont reines et où la culture a longtemps figuré comme l'attribut, le privilège d'une sorte d'aristocratie intellectuelle. Elle a dû longtemps se mériter, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son partage n'a pas toujours relevé de l'évidence. La République elle-même a institué un système éducatif qui a permis progressivement au peuple de savoir lire et écrire, mais qui a quand même tiré ses lettres de noblesse de la sélectivité par excellence. Et puis ce système éducatif créé par Jules Ferry a de plus en plus de difficultés à ne pas s'émousser dans un système qui est devenu un système de masse. Quand j'ai passé mon bac, il devait y avoir 14% d'une classe d'âge qui passait ce cap. Aujourd'hui, on sait ce qu'il en est. 80% d'une classe d'âge qui est censée accéder au niveau du bac ou à la notion de sélection relève parfois du mot qui fâche. Dans le domaine de la culture, la souveraineté du peuple ne va pas de soi. La culture reste trop souvent assimilée par les jeunes générations à une prise de tête ou connotée par une certaine forme de snobisme. Et le monde de la culture semble faire par ailleurs mauvais ménage avec le monde de l'argent, alors même que l'un vit de l'autre, en toute hypocrisie. En cette seconde décennie du XXIe siècle, la notion de démocratie culturelle n'est-elle pas trop souvent contaminée par une certaine forme de démagogie ? Non pas celle qui consiste, si l'on en croit son étymologie, à guider le peuple, en l'éduquant, mais en le flattant, en sombrant dans un populisme qui donnerait à faire croire à chaque individu qu'il est par instinct un acteur culturel de génie et qu'il peut faire abstraction d'une véritable culture pour accéder à la culture, comme s'il s'agissait pour lui de maîtriser le langage de la musique sans jamais avoir entendu parler de grammaire musicale, de solfège, de mélodie ou d'harmonie, même si notre ami Laurent Bell, ici présent, nous expliquera que le plaisir est un bon guide et qu'il y a peut-être des moments où on peut laisser le solfège de côté. À l'inverse, la résistance persistante de certaines élites à concevoir de vulgariser le savoir et la culture et à les mettre en partage semble prouver que l'inné et l'acquis se réconcilient parfois pour conforter chez certains la suffisance qui caractérise parfois la caste des lettrés. En fait, ce débat est au centre de la vocation de l'Université de la Terre, qui resitue les bâtisseurs des mondes de demain dans leur environnement. Oui, mais la démocratie culturelle dépend de toute évidence d'une écologie de la culture et des rapports que l'homme entretient avec son environnement naturel et surtout avec son environnement artificiel. Car il y a un paradoxe, c'est ce que trop souvent, puisque le principe de l'Université de la Terre, vous le savez, consiste à rapprocher des gens qui sont intéressés par des problèmes d'ordre écologique de chefs d'entreprise. Au tout départ, c'était l'original. Le problème, c'est qu'est-ce que l'environnement ? C'est ça, la définition de l'écologie, c'est l'art, la science, la discipline qui porte sur les rapports que l'homme entretient avec son environnement. Oui, mais de quel environnement s'agit-il ? L'environnement naturel, certes,
Mais le plus important, c'est cet environnement artificiel que l'homme s'est bâti. L'homme a mis 5 millions d'années pour apprendre à écrire. Comment diffuser et démocratiser la culture dans les campagnes, se demandaient les hussards de la République. Aujourd'hui, on se pose parfois la question inverse. Comment démocratiser la culture dans les villes, dans les banlieues, dans les bidonvilles, dans les favelas? Il faut vous rappeler que depuis une dizaine d'années, plus d'un homme sur deux s'entasse dans des villes, dans des banlieues, dans des bidonvilles, dans des favelas. Comment démocratiser dans la culture dans un contexte de crise économique, sociale et morale où la société du tout à l'ego laisse provisoirement triompher le populisme, le non-respect de l'autre? Regardez les unes de nos magazines depuis quelques mois. C'était déjà le cas avec l'ancien président de la République. Nous avons des magazines qui déprécient les instances que nous avons élues à l'étranger. C'est intéressant. Le triomphe des forces de la matière et de l'argent, celui que redoutait De Gaulle dans son discours aux Français réunis à Oxford en 1941, comme Saint-Exupéry dans son œuvre. C'est le grand enjeu du XXIe siècle. Est-ce que ce sont les forces de l'esprit qui triompheront sur celles de la matière, ou le contraire? Et si c'était le cas, si les forces de la matière devaient triompher sur celles de l'esprit, on pourrait avoir les pires craintes pour le vivre ensemble. Alors, avant de vous présenter nos deux débatteurs, je voudrais vous lire un texte qui nous servira peut-être d'entrée en matière. Il est tiré des carnets d'Antoine de Saint-Exupéry. La culture, le meuble, la chanson, ruinés par la publicité pédagogie, par l'éducation instruction, par les relations avec les objets. Puis le vide de l'existence qui en découle, car l'objet ne peut rien nous donner sinon de n'y point penser, loisir, confort. Son intérêt ne réside que dans son anéantissement. De l'argent, s'il vous plaît, pour oublier l'argent. Alors, j'ai la chance d'avoir à cette tribune, à ma droite, donc à votre gauche, Laurent Bayle, directeur général de la Cité de la musique. Au départ, Laurent Bayle a une formation un peu généraliste, de lettres, de sciences politiques. Et puis très vite, il est devenu un développeur culturel de terrain, qui a su animer des festivals de musique, qui a joué un rôle important à l'IRCAM, et qui dirige aujourd'hui la Cité de la musique, qui s'occupe de la salle Pleyel, et qui s'occupe également, il nous en parlera, de la future Philharmonie. C'est un passeur, comme mon autre voisin. La notion de plaisir est très importante, visiblement, dans sa dialectique. Et je crois qu'il essaye de faire beaucoup pour que, justement, certaines formes d'apprentissage, de transmission puissent s'opérer, indépendamment même des milieux d'origine des gens, et on est déjà là en plein cœur du débat. Guillaume Sellem est le président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Guillaume Sellem était énarque au départ, mais visiblement, très très tôt, il s'est adonné, non pas comme certains de mes anciens collègues, au pouvoir ou à l'attrait de l'argent. On voit visiblement que ce sont ses passions qui l'ont emporté dans sa carrière, parce que c'est un dénominateur commun. Et quand on choisit la culture à la sortie de l'ENA, ça veut dire plein de choses. C'est déjà très, très révélateur. Alors il a été un homme s'occupant des finances publiques, et puis de bien d'autres choses. Il a été au cabinet de Georges Kejman. Il a été le directeur de cabinet de Marie-Noëlle Lienemann, ministre du Logement et du Cadre de Vie. Donc là, on voit déjà quelque chose qui tend vers ses fonctions actuelles, vers ce qui touche à l'urbanisme, vers ce qui touche à l'architecture. Il a été directeur de l'Union centrale des arts décoratifs. Il a pris la direction de la délégation aux arts plastiques un peu plus tard, la présidence du Centre national des arts plastiques. Il nous dira pourquoi il s'est occupé de la saison polonaise en France. Il a dirigé l'École nationale supérieure d'architecture de Paris, La Villette. Et puis donc, il est à présent le patron de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et puis il y a d'autres jardins secrets chez Guillaume Sellem. Un personnage fascinant,
celui de Romain Gary, et je vous recommande chaudement la lecture de Romain Gary, Les Métamorphoses de l'identité, qui est un livre qui a été publié chez l'Harmattan en 2008. Alors, cher Guillaume Sellem, cher Laurent Bell, si on part de ce point de départ, c'est une forme pour chacun d'entre vous d'entrer en matière, démocratie culturelle, le meilleur avenir. Qu'est-ce que ce binôme, ce rapprochement produit chez chacun d'entre vous? C'est une façon de vous présenter à nos publics aujourd'hui. Laurent Bell. Le meilleur avenir, oui, peut-être au sens où actuellement le mot démocratie culturelle engendre plutôt beaucoup de scepticisme et peut-être trop de scepticisme, ou disons que ce scepticisme mériterait d'être questionné parce qu'il ne me semble d'abord pas très homogène. Je m'explique. Selon les personnes que vous interrogez, leur analyse finalement fait ressortir des points de vue qui ne sont pas très conciliables. Alors par exemple, pour beaucoup de personnes, l'échec principal, c'est celui de la démocratisation culturelle, c'est-à-dire le fait que nous n'aurions pas réussi à transmettre les œuvres, à privilégier l'accès des œuvres d'art auprès du plus grand nombre. Bon. Mais là encore, certains observateurs ou certains professionnels pensent que la responsabilité dans cette affaire vient du fait que les pouvoirs publics n'y aient pas mis assez de moyens pour favoriser cette transmission. Là où certains autres voient au contraire le fait que cette vision-là de démocratisation culturelle est une vision conservatrice qui n'a pas tenu compte de l'évolution, notamment de la mondialisation, qui repose sur un socle d'œuvres un peu de nature, je dirais, occidentale et patrimoniale, et que finalement cette vision du haut vers le bas, qui est un peu la vision qu'elle est de Malraux jusqu'aux années Lang, cette vision du haut vers le bas fait courir le risque d'accroître les inégalités sociales. Bon. Donc déjà là, ça cultive un gros scepticisme, mais il n'y a pas forcément d'homogénéité dans la façon de lire cette question. D'où le fait que l'on en soit arrivé à ce que, si j'ai bien compris, les gens ont appelé la démocratie culturelle, qui, elle, prend pour point d'appui l'échec de cette démocratisation et qui propose une autre vision où on serait plus proche de la demande des récepteurs, on tiendrait plus compte sûrement de la diversité culturelle, on intégrerait peut-être mieux également un certain nombre de critères comme le dialogue interculturel. Mais là aussi, à partir du moment où on élargit le socle et où on essaye d'avoir une démocratie plus participative, on voit bien que le domaine culturel devient immensément large et on ne sait pas trop sur quel point d'appui précis faire fonctionner l'action publique collective. Et je dirais que cette démocratie culturelle, dont le dernier avatar, on pourrait le situer dans la tentative, non pas de la ministre actuelle, mais du ministre qui lui a précédé, d'essayer de dénoncer ce qu'il appelait, je ne sais plus comment, la culture pour chacun, il me semble. Bon, cet avatar-là se heurte déjà à la première réalité, c'est que ça fait 15 ans qu'on parle d'éducation artistique et d'éléments comme ça, sans qu'on ait pu voir très clairement comment on mettait en œuvre une politique sérieuse en la matière. Et au-delà de cela, il y a peut-être dans cette vision-là également une autre façon de la critiquer, qui n'est pas simplement le problème du modèle économique, mais c'est peut-être là où se trouve le plus grand risque
de glissement vers le populisme ou la culture du chiffre notamment, voire de privilégier, dès lors qu'on parle de la demande du public, tout ce qui va vers le sens des industries du loisir, des masses médias, au détriment d'autres formes culturelles. Et donc, à la fin, on peut peut-être voir un résultat inverse à l'objectif recherché. On parle de démocratie participative, mais on peut questionner ce modèle sur ce qu'il peut comporter de renoncement à l'émancipation des citoyens et aussi de difficulté à créer un cadre général dans ce modèle-là. Restent encore d'autres formes de scepticisme qu'on pourrait évoquer. Ils sont minoritaires, mais ils viennent se rajouter à tous les scepticismes que j'ai déjà énoncés. Il y a aussi tous ceux qui considèrent qu'on n'a pas besoin de cadre général, que l'affaire culturelle est une affaire purement individuelle, que l'État, les collectivités n'ont pas à se substituer à cela, et donc qui ont une vision très libérale des sujets culturels. Bon, ça rejoint plus des débats qu'on peut avoir au niveau de l'espace européen, par exemple, mais on voit bien que l'ensemble de ces débats, avec des points de vue très différents, finissent par générer un point de vue commun qui est la démocratisation ou l'association du mot culture et démocratie, ça ne marche pas. Bon. Alors, partant de là, et pour sortir de cette impasse, si je puis le dire comme ça, je pense qu'il faut quand même poser un certain nombre de problèmes, sinon de méthodes, du moins passer par un certain nombre de changements de perception. La première chose, c'est pour moi qu'il faut accepter, il ne faut pas opposer, mais finalement accepter la dualité propre à la culture. Et il faut accepter que d'un côté, la culture, ça rassemble une collectivité, bon, à travers tout ce que peut traîner un patrimoine, des mythes, des images, des récits, des personnages. Bon, ça finit par nourrir une mémoire commune. Ça c'est un rôle, on va dire, de partage. Bon. Mais qu'en même temps, la création artistique, elle est d'essence individuelle et elle divise aussi le collectif, la cité, la communauté, entre des pratiques, des styles, et elle finit par classer, référencer, elle distingue les œuvres, et partant de là, on peut et on doit assumer le fait que la culture est à la fois un vecteur de partage et contient en elle les éléments de vecteurs d'inégalité. Si on n'accepte pas cette tension entre ces deux termes, alors pas trop se trouve la manière d'avancer dans le débat. Bon, ça c'est un premier point. L'autre point, c'est qu'il faut faire la part des responsabilités dans ce qui ne marcherait pas dans ce couple culture et démocratie. Il y a sûrement des éléments, comme je les ai mentionnés tout à l'heure, intrinsèques à la culture qui font que, de toute façon, entre une œuvre qui se crée et sa perception, il ne peut pas y avoir d'homogénéité de point de vue, mais il y a également des problèmes qui ne sont pas propres à la culture, qui lui sont exogènes, qui sont liés, par exemple, à l'échec des politiques urbaines, des politiques sociales, des politiques scolaires. On demande à la culture de venir en appui à l'intérieur d'un champ de réflexion visant à trouver des politiques publiques pour essayer d'apporter des solutions, ce qui est tout à fait normal, mais ce n'est pas parce que la solution apportée n'est pas optimale que cela met le doigt sur la responsabilité prioritaire de la culture. La responsabilité est souvent exogène à la culture.
Le problème de la démocratie culturelle, c'est d'essayer de construire une démocratie sociale. S'il n'y a pas de démocratie sociale, bon, la démocratie culturelle en pâtit immanquablement. Bon. Ensuite, pour avancer encore dans mon propos, je pense qu'il est aussi important, quand on aborde ce débat, de refuser les généralités. Je pense par exemple que si on prend deux dimensions qui sont perçues comme appartenant au monde culturel, je prends par exemple le patrimoine monumental d'un côté et la musique contemporaine de l'autre, traiter ces sujets par des propos généraux n'a pas beaucoup de sens, parce que, qu'on le veuille ou non, ils font appel à des mises en œuvre qui sont totalement distinctes. Bon. C'est même vrai si on essaye de rapprocher des champs. Par exemple, on peut dire, je ne suis pas spécialiste du tout du sujet, donc je fais peut-être un mauvais rapprochement, mais on peut dire que l'architecture et la photographie peuvent avoir des éléments complémentaires, mais en même temps, vouloir dire qu'à partir de là, on peut traiter des politiques communes et juger des problématiques de démocratie dans les deux cas de la même manière, je ne pense pas que ce soit réaliste. Et en tout cas, même au sein d'une même discipline, si je prends le champ qui m'est propre, la musique, même au champ d'une même discipline, il faut établir des distinguos, par exemple, entre ce qui relève du répertoire passé et ce qui relève de la création récente ou en train de se faire. On ne peut pas accepter le fait qu'il y aurait un débat général et puis qu'on énonce comme ça quelques données, parce que pour moi, les problématiques esthétiques, économiques sont différentes et les stratégies politiques doivent être distinctes. Et dernier point, finalement, avant peut-être plus loin d'évoquer des données qui sont plus propres à mon territoire musical, mais dernier point qui me semble aussi pouvoir fonctionner, c'est qu'il faut, dans ce débat-là, s'appuyer sur un certain nombre de points forts, fixer un cap qui doit effectivement être d'essayer de mettre en œuvre un développement de la démocratie dans sa relation avec la culture, mais il ne faut pas partir dans une politique de quantification. D'un côté, les sociologues font leur travail, ils émettent des données, ils émettent des chiffres. Ces chiffres questionnent effectivement. Ils montrent qu'au fil du temps, malgré les efforts qui sont faits, la pénétration de certaines formes culturelles au sein de certaines classes sociales n'évolue pas ou évolue guère, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a un fonctionnement culturel au sens général qui mettent en œuvre au fil du temps certaines pratiques qui sont exemplaires. C'est vrai dans certains festivals qui arrivent à créer des espaces de partage élargis avec des publics. C'est vrai qu'il y a des expérimentations menées par des institutions ou des groupes moins institutionnalisés qui permettent de trouver des stratégies de pédagogie pratique, innovantes ou dans d'autres domaines. Et donc, on ne peut pas simplement se contenter de faire un constat froid de quelque chose qui serait de l'ordre d'un échec en disant le sociologue Olivier Donat a démontré que... et après, quand vous interrogez Olivier Donat, si vous discutez avec lui, vous voyez qu'il est beaucoup plus nuancé que ça, et qu'il reconnaît lui-même que ces éléments sociologiques ne peuvent pas passer à une étude et réflexion qualitative de ce qui se fait sur le terrain. Donc il faut examiner ce qui se fait sur le terrain. Il y a beaucoup de pratiques partout sur le territoire national et à l'étranger, bien évidemment, qui montrent des mouvements et qui montrent des espaces de développement dans l'articulation entre les différents niveaux, création, diffusion, transmission. Et donc c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, à mon avis, pour créer ce meilleur qui est à venir. Alors, Guillaume Sellem,
Démocratie culturelle, le meilleur est à venir. Ben, à vos yeux, qu'est-ce que la démocratie culturelle et est-ce que le meilleur est à venir? Oui, il faut effectivement peut-être commencer sans s'y étendre par ce préalable ou ce détour terminologique qui ne va pas de soi, parce que ce sont des mots, démocratisation, démocratie, qui ont l'hospitalité accueillante et qui ont pu attirer un certain nombre de discours ces dernières années, dont certains étaient contradictoires entre eux. Alors, peut-être pour partir de cette métaphore de cette jeune femme dont on ne connaît toujours pas l'identité, contrairement à sa collègue de la Fondation Lambert qui avait signé une pièce de Sid Twombly et qui avait donné un sens, ou qui avait prétendu donner un sens à son acte en disant c'est un acte artistique que je revendique comme tel. Elle avait donné son nom. On ne connaît pas le nom de cette jeune femme du Louvre-Lens, si ce n'est qu'elle a été jugée irresponsable et internée en hôpital psychiatrique, ce qui ne nous dispense pas, vous avez raison, de nous livrer à toutes sortes d'interprétations, puisque nous avons affaire là à une œuvre ouverte, comme disait Umberto Eco. Peut-être on peut partir de ces mots, liberté, guider, peuple, musée, tableau, tout ce qu'on veut, art. Bon. Alors, tyrannie, c'est ce que vous avez voulu induire, cher Jean-Pierre Guénaud, en disant qu'il y avait peut-être comme une protestation, un cri sourd de protestation contre cette prétention à guider le peuple dans cet acte de vandalisme. Il est vrai que s'est propagé ces dernières années un discours de disqualification des politiques publiques en matière culturelle autour de ce thème de la démocratisation. Ce discours dénonçait les liens entre cette culture savante, la haute culture, les beaux-arts, la culture légitime, et les processus de domination. On nous disait qu'il était tout aussi important pour les gens, pour le peuple, d'avoir le droit à l'expression et à la créativité, et que c'était là deux modes d'exercice de la citoyenneté qui étaient tout aussi respectables et peut-être même plus importants que l'accès aux œuvres reconnues de la culture légitime. Alors évidemment, ce discours débouchait très naturellement sur une critique de ces politiques dites de démocratisation, la culture savante y étant disqualifiée, y compris dans son potentiel émancipateur, au profit donc de ce droit à l'expression, à la créativité, l'une et l'autre se dispensant de tout jugement de qualité au motif qu'il serait soupçonné d'être lui-même l'instrument du goût bourgeois. Bon. Peut-être historiquement, cette notion de politique de démocratisation est à resituer aussi, à historiciser, comme on dit, dans un imaginaire qui est très daté, qui est celui de l'État qu'on a appelé l'État-providence, l'État social, enfin comme vous voulez, qui d'une part considérait la culture comme un bien commun, c'est pas une notion qui va de soi, et qui d'autre part, constatant que ce bien commun n'était pas également réparti, s'était fixé pour objectif d'en organiser une certaine égalité ou une certaine équité d'accès. Et c'est cette politique qui aurait donc viré, nous dit-on, à la tyrannie, voire à l'intimidation, comme disait l'ancien ministre de la Culture, le précédent, quand il a voulu, Laurent Bell y faisait allusion, donner un peu de substance théorique à cette notion qui en manquait pourtant singulièrement, qui était la culture pour chacun. Donc il partait d'un discours d'intimidation, on intimidait les gens avec les œuvres de la culture légitime, alors qu'en réalité, il était beaucoup plus important de reconnaître leur culture pour ce qu'elle était. Alors, évidemment, on voit bien qu'à ce stade, ce qu'on pourrait dire de cette opposition entre démocratie et démocratisation culturelle, c'est que là où la seconde prétend organiser l'accès à des œuvres, la première, elle, demande plutôt une exigence de reconnaissance d'un certain nombre de pratiques, d'expression, de culture populaire, qui ne sont pas jugées légitimes par la culture dominante, celle-ci ayant une fâcheuse tendance à établir des hiérarchies. Alors, peut-être un peu excessif pour autant de parler de totalitarisme, parce que je ne crois pas que même les tenants de la culture savante aient jamais torturé ni emprisonné personne, enfin, pas à ma connaissance. Voilà. Mais il y aurait comme ça, comme une espèce de conformisme pesant du goût.
Alors effectivement, je trouve que cette notion de démocratie culturelle, dans sa dimension de pluralité, de diversité, elle mérite peut-être d'être distinguée de cet avatar qu'on a appelé la culture pour chacun. Ce qui me semblait intéressant à noter dans cette notion de culture pour chacun, c'était peut-être précisément le terme de chacun, c'est-à-dire le fait qu'elle se construise sur un certain rejet du collectif au profit de l'individu, rejet de l'être ensemble, de l'en commun. Voilà. Et par ailleurs, dans cette notion d'intimidation, on voyait bien qu'il y avait un impensé, un non-dit, qui était celui d'une certaine conception de la culture populaire comme une préférence pour le divertissement, des choses qu'on n'ose pas dire. Alors, est-ce qu'effectivement, à partir de là, le rôle des politiques publiques est de conforter un étant donné des consommations de loisirs des classes défavorisées ? Ou est-ce que c'est de dire autre chose? Est-ce qu'on a besoin de l'État pour dire si les gens préfèrent aller à Euro Disney, aidons-les à aller à Euro Disney? Bon, moi je ne suis pas sûr, mais c'est un point à mettre en débat. Effectivement, dans ce cas-là, on ne serait pas très loin d'une certaine démagogie. Il y aurait un glissement entre populaire et populisme qu'il conviendrait d'analyser. Peut-être autre chose à souligner, bon, toujours en restant dans ce registre du populisme, il y a un autre discours qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, qui était celui d'une certaine gouvernementalité culturelle, comme disait Foucault, excusez-moi de ce barbarisme, mais je trouve qu'il est quand même assez parlant, c'est-à-dire la façon dont on prétendait régir ou régenter les politiques publiques culturelles. Et cette gouvernementalité était articulée autour de la culture qui serait soumise et qui devrait être soumise à la logique du management, c'est-à-dire évaluée à l'aune exclusive de la quantité, du chiffrage, de la fréquentation. Ce temps n'est pas lointain. Il y a une ministre de la Culture qui avait une lettre de mission du président de la République lui disant que désormais, il faudrait qu'elle demande en contrepartie des subventions versées aux institutions bénéficiaires de fonds publics, qu'elles apportent la preuve qu'elles répondent aux attentes du public et qu'elles justifient la popularité de leur programmation. Ce n'est pas de la fiction, ça c'était dans un document officiel, une lettre de mission à une ministre de la Culture. Alors effectivement, est-ce qu'il ne faut pas interroger cette notion de goût populaire, la questionner, que signifie-t-elle? Quel est son impensé? On voit bien qu'elle repose sur l'idée d'un consensus. Il y aurait comme ça un monde homogène, celui de cette globalisation auquel chaque collectivité nationale est sommée désormais de s'adapter. Est-ce que la culture et l'art, peut-être encore plus précisément, peut s'inscrire dans cette notion de consensus? Moi, je ne le crois pas, je crois même l'inverse. C'est-à-dire, je crois que l'art doit rechercher plutôt le dissensus, plutôt le conflit que le consensus. Le conflit, non pas des idées, mais des régimes sensibles. Là est le pouvoir transformateur de l'art. C'est qu'il donne accès à une forme d'expérience spécifique qui est l'expérience sensible, et que, à travers ces expériences sensibles, on reconfigure son rapport au monde, on reconfigure éventuellement aussi son rapport à la politique. Et donc, comme dit ce philosophe qui est Jacques Rancière, il y a cette notion de partage du sensible. Finalement, l'art crée d'abord des divisions avant peut-être, c'est pas sûr dans un second temps, de rassembler. Alors il est vrai qu'on a vu fleurir ces dernières années toutes sortes de manifestations de type soupe, goûter, pique-nique culturel, mettant en scène un peu métaphoriquement comme ça l'efficacité fusionnelle de cette culture qui serait au service du lien social. On n'est pas obligé d'adhérer à ce discours. Moi, je suis plutôt du côté d'un Jacques Rancière, c'est-à-dire je pense plutôt que le rôle de l'art est de travailler sur cette notion de partage du sensible, quitte à créer des dissensus. Et on ne crée pas de dissensus quand on va à la soupe, même si on y va tous ensemble. Voilà. Alors, tout ça est un peu décousu, excusez-moi. Peut-être pour revenir à la question initiale de Jean-Pierre Guénaud, et l'avenir, et le meilleur. Bon. Peut-être faut-il noter quand même au passage, pour revenir sur cette jeune femme, là,
je préférerais la nommer, mais je n'ai pas trouvé son nom. Peut-être figure-t-il dans une des gazettes, mais je ne les ai pas toutes lues. Il y a quand même une chose à noter, c'est qu'elle a réinventé la fonction du musée par son acte. L'acte fondateur du musée, c'est la Révolution française. Et Quatremer de Quincy, qui en est à l'époque le grand théoricien, dit qu'il faut créer des abris pour protéger ces œuvres que les barbares poursuivent la hache à la main. Donc il y avait comme ça cette notion de l'iconoclasme du peuple qui allait tôt ou tard s'en prendre aux œuvres d'art, aux chefs-d'œuvre de l'humanité, et le musée a été historiquement constitué pour protéger ces œuvres. Je ferme cette parenthèse. Alors finalement, l'avenir, moi j'ai envie de dire aux jeunes, puisque j'en vois dans cette salle, et puis semble-t-il c'est eux qui vont nous interroger tout à l'heure, peut-être la question c'est comment réenchanter ce monde. Comment réenchanter ce monde, c'est-à-dire comment trouver des alternatives à ce qu'on constate et qui nous révolte, plus ou moins, certains d'entre nous articulant leur révolte autour de la colère et de son expression, d'autres se réfugiant dans une espèce de désillusion distancée, voire de cynisme face à la marchandisation. Mais voilà, ce monde-là qu'on a sous les yeux, où les plus pauvres sont toujours relégués à la périphérie des villes, où la nature, où les espèces, où les ressources sont mises en danger, où les cultures, surtout quand elles sont minoritaires et quand elles ne s'inscrivent pas dans ce rouleau compresseur des industries culturelles et de la globalisation, sont détruites. N'est-il pas urgent de penser des alternatives ? Peut-être tout simplement faut-il commencer par se dire que la première urgence est de ne pas subir tout ça, c'est-à-dire de ne pas vivre ces évolutions comme quelque chose d'inéluctable, comme une fatalité, mais au contraire comme un potentiel. C'est-à-dire comment transformer toutes ces contraintes en ressources pour la pensée, pour la créativité, et comment à partir de tout ça, on peut réinventer des nouvelles formes de biens communs. Dans le domaine de l'architecture soutenable, il y a un certain nombre d'expériences à travers le monde qui sont extrêmement probantes, où on a réussi à faire travailler des collectivités sur la notion de recyclage des déchets, sur la préservation et la transmission des savoir-faire locaux, des traditions orales. Si on a un moment, peut-être y reviendrons-nous tout à l'heure. Voilà ce que je dirais à ce stade pour introduire les débats. Petite question à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que la culture, puisqu'on parle de sa démocratisation, est-ce une sorte de science de l'éveil ou de l'anesthésie? Souvenez-vous de votre enfance. Vous avez lu 3 types d'auteurs de contes. Hans Christian Andersen, Grimm, Perrault. La grande différence entre Perrault et Grimm d'un côté et Andersen de l'autre, c'est que les contes de Grimm et de Perrault sont un peu des histoires à dormir debout. Jamais aucun de ces 2 auteurs ne remet en question l'ordre social. On ne transgresse jamais l'ordre préétabli chez Grimm et chez Perrault. Si vous naissez palefrenier, souillon d'auberge, la seule façon que vous ayez de devenir prince ou princesse passera par le merveilleux, l'extraordinaire, des coups de baguette magique. Les belles-mères vont rôtir dans des chaudrons d'eau bouillante. On arrachera le cœur des jeunes filles, ou on l'échangera avec celui d'une biche. Il y a du grand guignol. Et puis tout finit toujours très bien. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Rien de tout cela chez Andersen. C'est la vraie vie. Ces petites histoires-là finissent mal. En général, souvenez-vous. Et puis elles sont très symboliques. Souvenez-vous, les habits de l'empereur, la petite marchande d'allumettes, la petite sirène. La petite marchande d'allumettes, quel terrible dilemme. Si elle craque ses allumettes, elle mourra un peu moins de froid, mais un peu plus vite de faim parce qu'elle n'aura plus rien à vendre. Et puis si elle ne les craque pas, elle mourra un peu plus vite de froid et un peu moins vite de faim parce qu'elle aura toujours quelque chose à vendre sous la main. Alors, comment ne pas mélanger démocratie et démagogie culturelle? Et comment faites-vous, chacun d'entre vous, dans vos très belles crèmeries républicaines, la cité de la musique, la cité de l'architecture d'autre part, pour arriver à faire que la culture reste quelque chose qui soit beaucoup plus subversif
qu'anesthésien. Laurent Bell. Alors, déjà, la question s'est déjà posée historiquement sur le plan intrinsèque au niveau artistique. Par exemple, jusqu'au XIXe siècle à peu près, un compositeur écrivait une œuvre, Vivaldi écrit, Bach reprend Vivaldi dans un respect total que pour le prolonger ou le magnifier. Et encore au XIXe siècle, si je prends une transcription de Mendelssohn, elle se situe pas dans la version Comte d'Anderson, mais elle se situe dans la version respect du cadre posé par Bach, repris par Mendelssohn. Bon. Et le XXe siècle, qui a beaucoup produit de transcriptions, ne serait-ce parce que très souvent, il y a eu des problèmes financiers. Donc, il y a une œuvre de 100 musiciens, on l'a réduit à 15 pour pouvoir la jouer, etc. Eh bien, on regarde qu'une constante du XXe siècle a été de prendre l'œuvre du passé, mais sous l'angle différent, uniquement à travers ce qu'elle peut dire au moment où on la reprend, et pas en soi. Et cette pratique est allée très loin, puisque l'un des plus grands spécialistes de cela, c'est Luciano Berio, par exemple, compositeur, qui a écrit une œuvre qui s'appelle Symphonia, qui est une espèce Enfin, la musique électro qui est venue après lui doit tout, puisqu'il a à peu près condensé tout le 19e et le 20e siècle à l'intérieur d'une œuvre de 30 minutes, mais dans laquelle les fragments des œuvres passées sont à peine perceptibles, à peine reconnaissables. Et c'est bien toute la question d'ailleurs de la musique contemporaine, c'est qu'elle ne passe pas a priori parce qu'on lui reproche de ne pas avoir respecté le cadre établi. Et un certain nombre de personnes ne comprennent pas, même parmi nos élites, même des gens subversifs et trotskistes, quand ils vous parlent de musique, subitement la musique devrait respecter le cadre établi, n'être là que pour venir ajouter une plus-value de nostalgie par rapport au passé, là où au contraire, la création, par essence, est beaucoup plus du côté de la subversion politique ou transcendantale, ou ce qu'on veut. Bon. Ensuite, au niveau de nos peut-être plus concrètement maintenant, au niveau de la question que vous avez posée, comment nous ferions dans nos crèmeries. Alors nos deux crèmeries, si je prends celle de Guillaume Selem et la mienne, elles ont un mot commun, c'est cité. Bon. Alors pourquoi citer, concernant citer de la musique, est un mot intéressant, pourquoi ? Parce que et là, on peut peut-être interroger les politiques publiques pour savoir si elles ont failli ou si elles n'ont pas failli depuis la Seconde Guerre mondiale, mais dans le domaine musical très particulièrement, on a assisté au fil du temps à un excès de spécialisation et un excès de segmentation. La spécialisation, vous allez tous comprendre ce que je veux dire. Vous avez des groupes, ils avaient raison au moment où ils l'ont fait, qui ont créé des groupes sur instruments d'époque, ce qu'on appelle musique baroque. Donc, ils ont commencé à faire tout le spectre du XVIIe, du XVIIIe siècle. Bon, des groupes se sont créés de musique contemporaine puisque les orchestres ne voulaient pas jouer à cela parce que c'était subversif. Bon. Et puis finalement, les grands orchestres payés par les collectivités locales et l'État ont vu leur répertoire se rétrécir de Mozart à la fin du XIXe siècle, Gustave Mahler, bon, le boléro parce que ça fait pas mal, et puis péniblement le Sacre du Printemps, 1913, quoi. Alors qu'aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. Les orchestres avec les jeunes générations sont de plus en plus grande qualité. Les jeunes aimeraient bien jouer du contemporain. Ils aimeraient bien se réapproprier le XVIIIe et le XVIIe siècle, mais la segmentation est là. Bon, on ne se pose même pas de questions.
On dit oui, mais le baroque, il faut une petite salle, la musique contemporaine encore plus petite, donc chacun est renvoyé à cela. Je ne parle pas des... comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas aller vers la généralité. Il y a des choses qui ont des problématiques spécifiques. L'opéra est une problématique spécifique par rapport au concert, donc elle requiert des méthodes, des modes de production spécifiques, ça on est d'accord. Mais il y a énormément de segmentation artificielle. Et ça n'est pas du tout l'apanage des musiques savantes. Les musiques populaires segmentent encore plus. Alors, la réponse, elle est aussi que la musique populaire est très inféodée à l'industrie musicale. Et l'industrie musicale vous répond, mais moi, je suis pour la culture pour chacun, donc je fais selon la demande du public. Et je constate qu'il y a des demandes différentes, il y a des demandes générationnelles. Et d'ailleurs, Olivier Donat l'a dit dans son livre, entre 15 et 25 ans, on aime ça et on n'aime pas ça. Donc, vous avez dans le champ des musiques populaires, mais la puissance publique s'est investie aussi sur ce champ, soit par des modes de régulation, reversement de taxes aux industriels, soit en créant des lieux, scènes musicales dans différentes villes. Et on s'aperçoit, là aussi, qu'on a hyper segmenté le champ des musiques populaires entre des pratiques. On n'est pas sur des catégories que les gens croient, on n'est pas simplement sur rock, chanson, world music et jazz. On est sur une segmentation bien plus importante que cela. Bon. Donc une cité, ça a pour but d'essayer de recréer un cadre général. Un peu comme une référence à un moment où il y a une perte de sens, si vous voulez. Bon. Et ce cadre général, pour aller au bout de l'idée, ne s'opère pas que sur le seul champ de la consommation dominante qui est le concert. Si vous regardez historiquement ce qui se passe, à part l'éducation spécialisée, je veux devenir musicien, donc je vais dans un conservatoire, ben, grosso modo, la musique se consomme soit en concert ou spectacle d'opéra, soit par le disque. Bon. Mais toutes les autres modes d'appropriation qui relèvent d'expérimentation plus proches de concepts pédagogiques, éducatifs, voire des médiums explorés dans les arts plastiques comme les expositions et autres, n'existent pas dans la pratique institutionnelle musicale. Et c'est le rôle d'une cité de la musique d'explorer ce champ, parce qu'effectivement, s'il n'y a qu'un canal d'entrée à la musique qui est le concert, on ne modifiera pas les usages, les comportements, et bien évidemment, on pourra dans 10 ans, dans 20 ans, constater que la musique classique s'appuie sur un socle de classe moyenne supérieure et de classe aisée, et que l'accès même de jeunes plus diplômés aujourd'hui qu'ils n'étaient hier ne se fera pas si ces jeunes sont eux-mêmes issus de couches moyennes, etc. Pour modifier, faire bouger un peu les lignes en la matière, on a besoin d'une vision plus générale. Donc une cité doit, premièrement, essayer d'offrir une perspective historique. Donc à la Cité de la musique, on va de la fin du Moyen-Âge à la création et on essaye de donner une lecture. Elle doit organiser aussi un espace géographique élargi. À la Cité de la musique, nous essayons bien sûr de mettre en œuvre le patrimoine occidental, mais l'ensemble des cultures asiatiques, africaines également. On peut le faire et on doit le faire assez souvent en essayant de mettre les choses en question. Si je prends le problème des tziganes, ce qui peut être intéressant, c'est de montrer la réalité de ces pratiques en Europe centrale, mais aussi de montrer comment ça s'est exporté jusqu'à la France et l'Espagne d'un côté et jusqu'à l'Inde de l'autre, et de mettre en confrontation à l'intérieur d'un cycle, par exemple, ces différents champs. Bon. Mais je peux aussi articuler cela aux pratiques occidentales dans le cadre d'un cycle ou d'une saison globale, par exemple sur le thème de la mondialisation, où je questionnerai tout aussi bien cette forme de mondialisation-là
que des formes de mondialisation ou de résistance à la mondialisation qu'on peut trouver dans l'espace européen. Je prends un exemple de résistance à la nationalisation. Toutes les musiques et les cultures nationales qui se sont développées à la fin du XIXe siècle. Bon. Donc, c'est le premier rôle d'une cité de la musique, c'est, de mon point de vue, d'arriver à redonner cette profondeur. Et le second rôle, c'est d'arriver à proposer un modèle d'interpénétration entre diffusion, création et transmission par tous les modes possibles. Éducation, mais aussi à l'intérieur des processus d'éducation, effectivement, beaucoup de modes qui passent par la pratique. Et en la matière, notamment, c'est peut-être là, effectivement, où on peut repenser les modèles de transmission par la pratique musicale collective. Alors, Guillaume Sellem, je vais vous poser la même question, peut-être en rajoutant deux mots-clés. Je sais qu'ils peuvent vibrer chez vous. Toujours cette même question, comment faites-vous pour qu'on ne mélange pas démocratie et démagogie culturelle, pour faire que ce que vous apportez garde une force de subversion? Alors deux mots magiques chez vous. D'une part, la relation de l'homme avec son environnement, qui a un rapport avec tout ce qu'on évoque aujourd'hui. Et puis le cas particulier d'un secteur que vous connaissez bien, ces pays qu'on appelait jadis, naguère et parallèlement, les pays de l'Est, qui ont vécu leur 25e heure, après tous les autres, dans lesquels on n'était pas dans des pays d'enfants gâtés, c'est le moins qu'on puisse dire, dans lesquels il a pu aussi arriver que la culture soit instrumentalisée, utilisée afin d'enfumer, d'intoxiquer, d'endormir les populations. Voilà, qu'avez-vous à nous dire sur ce point et en croisant ce faisceau de problématiques? Peut-être vais-je repartir là, des contes, Grimm, Perrault, parce que on est d'une certaine manière au cœur du débat du jour. Ce qui est intéressant dans ces contes, c'est que ils émergent au XIXe siècle, très précisément au moment où se construisent les États-nations. Et il y a presque une checklist des identités culturelles des États-nations qui s'élabore à ce moment-là. Bon, on a évidemment les grands héros de la littérature, il y a les contes, il y en a d'autres, il y a Ivanhoé, enfin bon, le roi Roger en Pologne, les grands opéras. C'est à cette époque que la notion de paysage naît en France, mais elle naît pas dans l'esprit des gens, dans la palette des peintres. Les paysages de Normandie, de Bretagne, la vallée de la Seine, la Provence, on les reconnaît d'abord en regardant les toiles d'Eugène Boudin, de Gauguin, de Monet, de Cézanne. Bon. Le paysage comme élément d'intersection entre la sphère de l'intime et les représentations, on pourrait dire. Alors peut-être ce qui a changé par rapport à cette époque, cet âge d'or des contes de notre enfance, outre le fait que nous ne sommes plus des enfants, c'est que l'État a perdu ce monopole de la culture légitime qu'il avait alors. Et il est très, très fortement concurrencé par la montée en puissance des acteurs privés que sont les industries culturelles, les médias, la télévision, mais aussi les sponsors, les mécènes, les opérateurs, les managers culturels et que sais-je encore. Alors, démocratie, démagogie, comment éviter ce risque de glissement de l'une vers l'autre? On a dit, les uns et les autres, que l'idée que la puissance publique serait là pour enregistrer passivement un état des choses et le conforter ne pouvait pas susciter notre adhésion. Alors, si on veut aller plus loin, moi je serais tenté de dire qu'il faut peut-être tout simplement dire une évidence, c'est-à-dire que le renforcement de cette démocratie culturelle doit aller de pair avec une vraie ambition d'éducation artistique et culturelle, qui me semble aujourd'hui faire défaut, ou en tout cas être insuffisante. Je crois, avec Nelson Goodman, à la dimension cognitive des phénomènes esthétiques. Il y a un petit livre qui est publié chez Folio, dont je vous conseille la lecture, parce qu'en plus il est fort drôle, il y a une première partie assez théorique sur la réception de l'art, etc. Puis il y a quelques petites nouvelles sous forme de pastiches qui aident à réfléchir.
sur le statut relégué des enseignements artistiques et culturels. Mais effectivement, ce que nous dit Nelson Goodman, c'est que les arts et les idées interagissent, sont en interrelation. Il nous dit que les musées, ce sont, à l'ère de cette image proliférante, ce sont les nouvelles bibliothèques de manuscrits originaux. Il nous dit que comme les bibliothèques, le musée a avant tout un rôle pédagogique, un rôle éducatif et non pas récréatif. Et qu'il appartient donc à ces musées de savoir faire fonctionner les œuvres. Comment on fait fonctionner les œuvres? Eh bien, tout simplement en apportant des connexions, en suscitant des regards nouveaux, finalement, en participant à ce que Goodman appelle la fabrication de nos mondes. Alors, je citais une de ces petites nouvelles qu'il y a dans ce livre qui s'appelle « L'art en théorie et en action » chez Folio Essai, qui s'appelle, je regarde, oui, c'est ça, un message en provenance de Mars. Donc c'est un peu sur le mode des lettres persanes de Montesquieu. C'est un professeur américain qui se rend sur la planète Mars, où, lui a-t-on dit, il y a des modèles extrêmement intéressants en matière de sciences de l'éducation. Lui-même est professeur de sciences de l'éducation. Et alors, sur Mars, ce qui est très très amusant, c'est que, en gros, les enseignements scientifiques ont à peu près la même position que les enseignements artistiques sur Terre. C'est-à-dire qu'on en fait quand on peut pendant ses loisirs, qu'il n'y a jamais d'heure prévue, ni de salle affectée, et que tout ça est considéré comme, au fond, pas très sérieux. Alors il revient, il écrit tout ça sur son rapport, en étant à chaque fois émerveillé des découvertes qu'il a faites. Alors, bon, à partir de là, moi je crois que... même si, évidemment, on doit récuser toute forme de hiérarchie entre les expressions culturelles, il faut peut-être garder cette notion d'exigence à l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut à la fois dire la reconnaissance des pratiques est une chose tout à fait souhaitable et nécessaire, mais ça ne peut pas être une chose suffisante. Une fois qu'on a reconnu les pratiques, il faut bien aller un peu plus loin, et aller plus loin, moi je crois que c'est possible par le truchement de cette ambition en matière d'éducation artistique et culturelle. Et si on revient maintenant aux institutions, aux crèmeries, comme vous disiez, je crois qu'il leur appartient à ces crèmeries de penser, de mettre en œuvre peut-être d'autres politiques de pédagogie active, peut-être de repenser assez considérablement leur propre accessibilité en termes d'accueil, en termes d'accompagnement, en termes de médiation, en termes de recours intelligent aux technologies. Et il me semble tout aussi nécessaire qu'elles prennent position en matière de formation du jugement critique de leurs visiteurs. La cité, Laurent Bell le disait, c'est un beau mot que nous partageons dans nos intitulés respectifs. Évidemment, pour nous, étant cité de l'architecture et du patrimoine, le référent, il est peut-être plus directement lié à la forme urbaine. C'est-à-dire que la cité que nous appelons de nos voeux et que nous essayons de construire, c'est à la fois l'urbs antique accueillante aux étrangers, c'est évidemment cette ville de l'époque moderne dont Benjamin et Baudelaire nous dévoilent sans cesse de multiples passages, entre fiction et diction, entre littérature et architecture, et c'est évidemment cette métropole contemporaine qui nous effraie tous, dont on voit bien comment les dynamiques perverses qu'elle développe, qu'il s'agisse de l'étalement urbain ou de l'empilement des productions ségrégatives, nous met tous évidemment au défi d'une pensée alternative. Peut-être que finalement, le mot-clé de cette cité, la nôtre, peut-être celle de Laurent Bell aussi, c'est tout simplement le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est-à-dire comment on construit un rapport à l'altérité, exigeant, critique, respectueux des différences, et comment, en mêlant des regards historiques et des projets contemporains, comment peut-on révéler ce que les femmes et les hommes ont en partage dans ce monde marqué par sa fragilité et par l'épuisement programmé des espèces. Alors évidemment, j'ai un peu de mal à faire le lien entre tout ça et les pays de l'Est. Bon,
Je ne sais pas s'il faut que j'y réponde tout de suite ou s'il faut qu'on y revienne. Peut-être juste un mot sur les pays de l'Est, enfin pas tous les pays de l'Est. Ils étaient partis, eux aussi, sur une trajectoire qui était censée être communautaire, obsédés par la notion du vivre ensemble ou du partager ensemble. Donc il y a quand même des liens dans tout ça. Évidemment, on sait ce qu'il en a été pendant un certain temps. Mais vous qui avez pratiqué ces pays avant le basculement qui s'est opéré plus récemment, aujourd'hui, vous avez dû noter des différences notoires quand même, et ça a dû vous apporter une forme de recul dans les deux sens. Ce que je trouve intéressant dans le cas de la Pologne, c'est surtout celui-là que je connais bien, effectivement, c'est la façon dont, historiquement, on a déplacé ces frontières comme une armoire normande de 300 km de l'Est vers l'Ouest, ce qui fait qu'il y a des populations qui étaient allemandes, qui ont été chassées d'un côté, puis il y a des populations qui se sont retrouvées, qui étaient polonaises, qui se sont retrouvées en Lituanie, en Ukraine, dans les confins, comme on dit là-bas. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est un vrai laboratoire de la construction des identités. C'est un pays qui, de surcroît, a été privé d'État pendant plus de 120 ans, au moment des grands partages, donc pendant tout le XIXe siècle. Le pays a été partagé en 3 zones d'influence. Donc il y avait la Prusse d'un côté, l'Autriche-Hongrie de l'autre et la Russie enfin. D'ailleurs, vous disiez gentiment que j'avais écrit ce livre sur Romain Gary. Sur le passeport de la mère de Romain Gary, il y avait écrit Varsovie, Russie. Oui, c'était la Russie jusqu'à 1917. Donc c'est probablement intéressant d'essayer de penser ces identités aujourd'hui à l'aune d'une expérience comme celle de la Pologne, c'est-à-dire ces identités multiples, ces identités un peu nomades, peut-être diasporiques, et en tout cas autour d'un modèle qui n'est peut-être pas celui du modernisme, c'est-à-dire non pas de la racine profonde, mais plutôt de la plante radicante, pour prendre cette métaphore botanique, c'est-à-dire de la plante qui produit ses propres racines là où elle s'installe. Donc non pas un enracinement vertical définitif, mais plutôt un enracinement qui se réinvente à l'aune du nomadisme, du métissage et de la mobilité. Alors il est temps maintenant de dialoguer avec vous, comme je le disais tout à l'heure, par le biais d'une part du panel d'étudiants qui a mis au point des questions, et puis d'autre part, on va alterner par le biais de vos questions directes. Commençons par le panel. Est-ce que vous pouvez avoir, mademoiselle, la gentillesse de vous présenter? Bonjour à tous, je suis mademoiselle Nanda Naël Sandra, je suis étudiante à Nanterre Université, étudiante gabonaise, donc venant d'une culture déjà différente de la vôtre, à l'Université de Nanterre en doctorat psychologie du travail et environnement. Et donc, comme je le soulignais, je suis gabonaise et venant donc d'une culture différente. Voilà. Et ma question a 3 volets, si on peut dire, ou 3 questions en une. La première, comment promouvoir une démocratie culturelle dans un contexte de globalisation ou de mondialisation culturelle dont on assiste actuellement? En deuxième, peut-il y avoir une démocratie culturelle sans démocratie politique, sociale et économique? Et en troisième, on parle de démocratie culturelle, mais pour qui? Est-ce que cette démocratie culturelle concerne les pays de l'Afrique, notamment l'Afrique francophone et du Gabon, par exemple, qui est mon pays d'origine, enfin mon pays, et où, par exemple, il y a des centres culturels français au Gabon, mais pas un centre culturel local, où les enfants lisent très tôt du Victor Hugo et pas du Senghor, par exemple, et, et où l'enseignement des langues locales a été supprimé des écoles, ce qui se faisait à l'époque coloniale, mais qui a été supprimé actuellement parce qu'il fallait homogénéiser et il fallait appliquer le système français pour que les étudiants ne soient pas en décalage. Donc, pour qui cette démocratie culturelle? Merci. Alors, Laurent Bell, Guillaume Selem, qui veut ouvrir le feu? Sur la démocratie culturelle, la deuxième question, je pense, le deuxième volet, démocratie culturelle, démocratie sociale, démocratie politique, c'est évident qu'il y a une dialectique entre les termes. C'est pas une dialectique linéaire.
Puisqu'on l'a vu, on peut imaginer un pays qui ne repose pas sur les idéaux démocratiques. On pourrait, dans l'absolu, imaginer un pays totalitaire qui souhaiterait une grande adhésion démocratique aux éléments de culture nationale, par exemple. On a connu ça. Finalement, l'Allemagne d'Hitler n'est pas forcément un pays démocratique, loin de là, mais pour une partie de valeurs culturelles propres à l'esprit allemand, ça n'aurait pas gêné ce pouvoir de les disséminer le plus profondément dans les couches populaires. Bon. Donc c'est pas linéaire la relation, mais bien évidemment, dans ce débat-là, un grand nombre d'éléments ont trait à la capacité des politiques publiques de faire évoluer les aspects économiques, sociaux, politiques, de trouver des solutions aux politiques urbaines, scolaires. Et dans ce cadre-là, la culture à la fois peut jouer un rôle et à la fois peut en sortir grandi parce que le partage est favorisé, quoi. Mais on ne peut pas, en revanche, penser que c'est simplement en augmentant comment dirais-je, que le renforcement d'une démocratie sociale et politique aura obligatoirement pour corollaire de régler tous les problèmes culturels et inversement. Bon. Sur le premier problème, ça c'est la plus grande difficulté pour nous, c'est le problème de comment on se positionne par rapport à la globalisation. Et là, c'est même pas une question de démocratie culturelle, c'est une question dans nos choix esthétiques, dans nos choix artistiques, comment se positionnons-nous. Moi, j'ai toujours pensé que le refus de prise en compte de la globalisation, le fait de rester obstinément sur un précaré consistant à dire la mondialisation, c'est obligatoirement le formatage, l'uniformisation, c'est une posture qui, dans la durée, n'est pas tenable. Parce que, de toute façon, ce phénomène de globalisation, il agit. Il agit parce qu'il y a des évolutions technologiques et il agit parce que l'économie, les marchés opèrent cette globalisation et parce que également la perte de puissance du pouvoir local au profit des flux mondiaux et autres font que les consciences des individus adoptent ces éléments-là à votre corps défendant. Donc, il y a une obligation d'entrer et d'essayer de se mettre au cœur de ce système. Moi, je considère que la meilleure façon est justement d'essayer d'articuler continuellement dans les institutions culturelles des choix artistiques qui questionnent continuellement ces enjeux. Moi, je considère que dans un lieu même dévolu, par exemple, à des formes d'expression très codifiées, je vous disais en musique, vous avez des salles où c'est que les concerts d'orchestre, salle 2500 places, vous n'invitez que les plus grands orchestres du monde. Ben, même dans ces lieux-là, moi, je considère qu'il faut tout faire pour faire prendre conscience au public d'une dimension culturelle plus large que cet enjeu-là. Donc, si vous êtes sur l'orchestre, eh bien, vous dites il existe des formes de pratiques musicales collectives. Il y a des gamelans en Asie. Il existe dans certaines cultures africaines également des formes de transmission collective. Donc, dans votre programmation, vous devez les proposer et vous devez arriver donc à faire en sorte que d'une programmation passive, vous parveniez à non pas justement être le relais des éléments
uniquement uniformisant de cette globalisation, mais à mettre en évidence la diversité culturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je veux dire par là que, d'un côté, je pense qu'il faut continuer à être fier de transmettre des formes au plus haut niveau d'exigence. J'entends par exemple souvent des politiques me dire « Oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus de logique économique à faire circuler les plus grands orchestres du monde parce que c'est trop cher, parce que les flux de circulation sont impossibles. Faire circuler 150 personnes par avion, les hôtels et autres, ça vous fait des soirées à des prix impraticables. Et donc, soit vous mettez des prix de place très chers qui codifient le public, parce que ça va être 200 € l'entrée, soit c'est les politiques publiques qui vont devoir se substituer pour des prix de place corrects, mais dont on n'est pas sûr que c'est les riches qui n'en profitent pas, puisque on n'a pas de garantie que des classes moyennes, parce que c'est moins cher, iront de facto. Bon. Et je trouve que ça, c'est une absence de vision. Je pense qu'il faut rester, au contraire, sur ce segment-là, parce que le jour où un pays abandonne ce segment, il est en recul, alors que je vois partout, en Asie, en Amérique du Sud, se créer des grands espaces de 2500 places pour capter ces marchés-là. Donc c'est une folie furieuse de vouloir se retirer. En revanche, il faut remettre en cause profondément le modèle dans lequel on fait ça, et faire que ce modèle ne soit pas un modèle exclusif, mais mettre en regard cela avec ce que l'on observe comme éléments proches, comparables, ou simplement qu'on peut confronter dans d'autres cultures. Bon. Ouais, mais je resterai la troisième. Ouais. Guillaume Sellem, et puis il faudra également évoquer la troisième question de mademoiselle. Mais du coup, je vais vous répondre en parlant d'architecture. Après tout, je suis là pour ça aussi. Il y a un architecte burkinabé intéressant qui s'appelle Francis Kéré, auquel, en ce moment, le Centre d'architecture d'Arc en Rêve à Bordeaux consacre une exposition. C'est un architecte qui a été formé en Allemagne. Et il est revenu ensuite construire au Burkina Faso, mais en transposant les savoir-faire, il enseigne aussi en Allemagne, les savoir-faire qu'il y avait appris, notamment en matière d'architecture bioclimatique. Et il a répondu aux commandes qui lui étaient passées, bibliothèque, logement, maison commune, etc. Et à chaque fois, en utilisant ces principes qui ne sont pas du tout pensés pour l'Afrique, il réussit à construire des édifices en tenant compte de conditions humaines et matérielles très spécifiques, en n'utilisant que des matériaux produits sur place, en réactivant les savoir-faire traditionnels et les métiers traditionnels. Bon, voilà, ça, je trouve que c'est un exemple intéressant d'une globalisation un peu moins dramatique que celle dont nous parlons. Deuxième exemple, qui n'est pas en Afrique, mais qui est encore plus édifiant, qui est en Chine. Il y a cet architecte qui s'appelle Wang Shu, qui a obtenu le Pritzker Prize d'architecture il y a 2 ans. Wang Shu vit dans une ville qui s'appelle Hangzhou et qui a 2 particularités. La première, c'est qu'on ne sait pas exactement dire combien de millions est la population. C'est-à-dire que ça va tellement vite qu'on ne sait pas dire au million près combien de personnes y vivent. Et la deuxième particularité, qui est absolument incroyable pour un esprit européen, c'est que, en l'espace d'une vingtaine d'années, cette ville a détruit 90% de son patrimoine bâti, 90%, pour édifier à la place des tours. Voilà, parce que c'est le développement économique qui paramétrait toutes les décisions d'aménagement. On a donc cet architecte Wang Shu, qui avait étudié dans plusieurs pays étrangers, aux États-Unis aussi, qui était retourné vivre là-bas, qui voit cette chose hallucinante se produire sous ses yeux, et qui fonde une académie d'architecture, qui enseigne et qui va travailler avec ses étudiants sur place
en récupérant à chaque fois qu'une maison ancienne ou traditionnelle est détruite, en récupérant sur les chantiers les matériaux, en discutant avec les ouvriers qui sont sur place et en interviewant chaque ouvrier, il reconstitue les techniques constructives, la façon dont on assemblait les choses. Évidemment, on ne coule pas de béton là-bas, hein, c'est souvent des techniques d'assemblage sec ou sèche. Bon. Il récupère tous ces morceaux et à chaque nouvelle construction, il insère des briques, des fragments, des architectures anciennes. Voilà. Et je trouve que c'est une très jolie, c'est évidemment métaphorique, mais c'est politique aussi. C'est une affirmation de l'importance de la mémoire, et avec ce résultat extraordinaire qui est que cette mémoire des matériaux, des techniques ancestrales, des savoir-faire traditionnels infuse tout ce qui se crée. Et on voit, il a mis au point cette technique où on voit, il y a la trace sur les fondations des bâtiments, et souvent ça monte à 1 mètre au-dessus du sol. On voit les anciennes pierres, les anciennes techniques, les anciennes briques sur lesquelles on assemble le nouveau. Donc dans cette façon de repenser cette articulation entre le déjà là et l'avenir, je trouve que là, il y a une réponse intéressante aussi à cette idée de la globalisation, en montrant que c'est aussi un potentiel. Hein. La globalisation, c'est pas simplement un échafaud auquel on n'échappera pas ni les uns ni les autres. Il y a une dernière chose qui est très belle dans ce travail de Wang Shu, c'est qu'il explique non seulement à ses étudiants, mais à tous les ouvriers de sa ville, que la clé des paysages, elle se trouve dans les rouleaux qui se déroulent verticalement, des lettrés chouyennes donc de l'âge médiéval, qui transcrivaient sous forme de poèmes extrêmement denses, hein, ramassés, ce qu'ils voyaient dans les paysages. Et souvent d'ailleurs, les idéogrammes dessinaient ce qu'on appelle les skylines, c'est-à-dire la forme des paysages de part et d'autre des rives du fleuve. Et donc il leur enseigne que les réponses se trouvent aussi dans ces manuscrits qui ont été rédigés 7 ou 8 siècles auparavant. Voilà 2 exemples peut-être pour sortir de cette vision autoflagellatrice de la globalisation. Alors une question dans la salle. Vous avez des micros devant vous, donc n'hésitez pas. Qui veut poser la première question? Diable, les questions de ce télescope pas. Ben, pendant que vous préparez votre question, pardon. Ah voilà, monsieur. Oui, bonjour Pierre-Henri Najjar. J'ai une question parce que comme effectivement vous êtes responsable d'institutions culturelles, je voulais savoir si vous aviez des objectifs en termes de démocratisation culturelle pour vos institutions. Est-ce qu'à la fin de l'année, vous pouvez dire, quand vous faites le bilan de l'année, oui, on a amélioré la démocratisation culturelle, on a rendu accessible la culture à un plus grand nombre. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs ou est-ce que vous avez que des objectifs financiers, comme vous l'avez dit dans la lettre de mission de la ministre? Laurent Bayle, vous que les critères quantitatifs effraient et consternent un peu parfois. Alors déjà, je répondrai, et je pense que c'est vrai pour les 2 institutions, on n'est pas comme un théâtre ou je ne sais quoi qui devrait avoir des critères, des objectifs, puisque si on regarde la différence même statutaire entre nos cités et des institutions traditionnelles, c'est dans le cœur de notre mission. Si vous dites à un théâtre, par exemple, bon ben voilà, vous faites 5 créations par an, et puis alors il faudra que vous fassiez 5 spectacles jeunes publics, plus, etc. Bon, ça on comprend. Et on comprend en creux ce que ça signifie. Vous avez une mission première qui est de faire des créations, et puis les temps ont changé, il faut que tout le monde participe du processus éducatif, et donc vous voudrez bien monter en charge un peu plus fortement les activités connexes. Chez nous, ça n'est pas connexe. C'est constitutif du projet. Donc partant de là, ça change la question de l'objectif quantitatif. Bon. De toute façon, malgré ce que je viens de dire, les objectifs quantitatifs, qu'on le veuille pas, on les subit, puisque chaque année, nos institutions sont soumises
à une grille d'objectifs dont la règle consiste à en avoir de plus en plus souvent chaque année et avec des chiffres de plus en plus élevés. Bon, ça fait partie de la règle. Ce que je critique dans ces objectifs, c'est qu'ils sont uniquement quantitatifs. Personnellement, je pense que il est aussi très très important de mettre en œuvre sur le terrain que vous citez des transformations parfois méthodologiques et de méthodes. Je vais prendre un exemple. Dans le domaine musical, les objectifs de transmission, historiquement, la musique se transmet, je parle cette fois-ci de la pratique, je ne parle pas de théorie musicale et autres, mais la pratique musicale, le dogme dominant, c'est one-to-one, le maître et l'élève, donc c'est une transmission individuelle. Et les conservatoires, bon an, mal an, sont dans cette transmission individuelle, mis à part les chœurs. Effectivement, on ne prend pas son temps de former chaque enfant un à un, puis après de les mettre en chœur. Mais enfin, bon, dès que vous avez un violon, vous voyez ce que je veux dire, généralement, ça se passe au niveau individuel. D'où d'ailleurs la critique qui est souvent faite que vous avez dans un orchestre 120 individus qui se détestent et qui ne peuvent pas jouer ensemble, puisque par définition, ils ont tous un ego surdéveloppé. Mais ça, c'est la tradition qui veut ça. Et pendant longtemps, tout le monde m'a expliqué avec le plus grand sérieux que c'était inhérent au modèle occidental et que de toute façon, ça allait de pair avec l'apprentissage du solfège. Grand 1, comment fait-on pour écœurer les enfants? Vous leur mettez une année de solfège, puis une année de flûte à bec, et puis après, on peut commencer à s'amuser, avoir une notion de plaisir. Ça, c'est le processus qu'on n'a jamais remis en cause. Considérer que c'est normal. Moi-même, il m'est arrivé, il y a 20 ans, de dire le plus sérieusement du monde, oui, mais c'est comme ça. La notion du plaisir vient après l'effort. Bon. Ce qui n'est pas totalement faux, d'ailleurs, mais... Or, vous avez des cultures, je parlais tout à l'heure du gamelan, mais il y en a d'autres, on peut parler des percussions en Afrique et autres, vous avez des modèles collectifs où l'apprentissage ne passe pas par là. Il passe par d'autres méthodes, il passe par l'assimilation immédiate de l'instrument et après, on attaque le problème du solfège plus tardivement. Et il passe aussi par la possibilité d'assimilation collective, ce qui, dans le modèle français, était jugé impossible. Vous n'allez pas avoir un prof et 15 enfants, c'est pas possible, quoi. Bon. Or, le modèle est arrivé, et on l'a pris de plein fouet d'Amérique latine, du Venezuela, puis maintenant c'est développé au Brésil ou autre, où ils ont créé quelque chose qui s'appelle El Sistema. On n'a pas regardé la chose pendant 20 ans, jusqu'au moment où un chef d'orchestre de 25-30 ans est devenu la coqueluche non seulement d'Internet, mais des plus grands orchestres du monde. Et on a vu que ce chef d'orchestre venait de El Sistema. El Sistema prenait les enfants dans la rue très tôt, les faisait travailler par groupe de 20 à 30 pratiquement tous les jours de la semaine. Ça permettait aussi de leur donner un repas par jour et puis d'éviter l'excès de problèmes qui se posaient sur le plan social. Et puis au bout de 10 ans, 20 ans et autres, la pyramide est montée. Puis on voit arriver maintenant des musiciens professionnels qui candidatent dans nos orchestres en Europe, etc. Et on s'est dit, on va regarder ces méthodes de près. Bon, mais par exemple, à la Cité de la musique, je trouve qu'il est aussi du devoir de ce type d'institution d'initier ce type d'expérimentation, comme nous l'avons fait avec un orchestre de jeunes dans les Hauts-de-Seine, un dans Seine-Saint-Denis et un à Paris. Et là, on n'est pas dans le quantitatif. On est dans une méthode tout à fait différente où ça ne peut marcher que si vous travaillez 2 ou 3 fois par semaine avec les mêmes enfants. Parce que toutes ces techniques reposent sur la reproductibilité du geste. Si vous faites du tennis 1 fois par semaine, vous pouvez en faire pendant 40 ans, vous n'allez pas devenir le spécialiste du revers. Vous le deviendrez si vous en faites 3 fois par semaine, parce qu'il y a un moment, le geste devient un geste totalement naturel, inné. Que vous sachiez la note de musique ou pas, vous le ferez comme il faut. Bon. Or, c'est sur ce prérequis-là que fonctionnent ces techniques. Et là, bien évidemment, d'un côté, les juges, que ce soit tutelle, tout ce que vous voulez, trouvent l'affaire remarquable, mais reprochent qu'elle ne fait, 1, pas du chiffre, et 2, qu'elle a un coût.
qui n'est peut-être pas inférieur, si inférieur que ça, au coût de la formation traditionnelle. Bon. Vous voyez le genre de contradiction dans lequel on peut se trouver. Mais bien évidemment que non seulement nous fixons des objectifs, mais comme l'a dit Guillaume Selem, parlant de sa cité et précisant qu'il voyait là, dans ce développement de la démarche éducative, une solution pour l'avenir, c'est bien évidemment le cœur du dispositif. Oui. Guillaume Selem. Oui, juste une précision. La lettre de mission à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure date de 2007, hein, donc c'est pas quelque chose de récent. Et ce qui me choquait éventuellement dans cette lettre, c'était moins l'exigence de l'équilibre financier à laquelle nous sommes tous soumis que la demande aux institutions qu'elles répondent aux attentes du public et qu'elles proposent des programmes populaires. C'est plutôt ça que je critiquais. On ne va pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas et donc demander aux institutions publiques d'équilibrer leurs comptes, ça me semble la moindre des choses. Donc moi, j'ai aucun problème avec l'équilibre financier. En revanche, demander aux institutions qu'elles fassent des programmes populaires, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu contradictoire. Je trouve que c'est aux artistes de proposer au public de juger, mais on ne va pas demander aux artistes de présupposer ou d'imaginer les attentes du public. On va demander à des écrivains de produire des romans qui vont plaire. Hein. Les écrivains, ils écrivent parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont besoin d'écrire. Après, bon, chacun est libre de lire ou pas, d'acheter ou pas. Alors, je reviens maintenant, mais brièvement, là, pour répondre à votre question. Effectivement, les politiques de médiation sont un mot-clé, enfin, le quotidien d'une grande banalité de toutes les institutions culturelles. Alors, celle que je préside comporte en son sein un musée, des galeries d'architecture, une bibliothèque, un centre d'archives et une école où on forme les architectes du patrimoine. Tous les jours, on se pose cette question de comment on cible des approches, comment on invente des dispositifs d'accompagnement et de médiation adaptés au public, car en réalité, avec un S, car en réalité, nous avons plusieurs publics. Donc ça veut dire un travail spécifique sur les scolaires, sur les familles, sur les enfants, sur les ados, sur ce qu'on appelle maintenant, avec ce métalangage qui finit par nous mettre tous à l'abri des réalités qu'on décrit, le champ social, bon, c'est-à-dire les publics défavorisés qui habitent aux périphéries des villes. Et on a évidemment, pour toutes ces catégories de publics, des propositions très spécifiques. Donc, on ne se dit pas on va démocratiser, on se dit on va élargir notre audience, on va s'efforcer de toucher des publics qu'on ne touche pas toujours directement. Et on ne peut pas se contenter d'attendre qu'ils franchissent seuls les barrières qui les tiennent éloignés des grandes institutions parisiennes, surtout la nôtre qui est au cœur du 16e sur la place du Trocadéro. Donc on ne peut pas dire qu'on soit d'un accès immédiat pour les gens qui n'habitent pas dans Paris. Il y avait une question, je crois, madame. Bonjour. Teresa Amoun, conteuse et aussi faisant partie du comité de direction de la Fédération du conte européen. Vous avez parlé du patrimoine commun. Vous avez parlé des mythes et des récits, M. Bay, qui sont de l'ordre de notre patrimoine. Et en même temps, vous avez parlé de Grimm et de Perrault comme des histoires qui sont là pour dormir debout. Et aussi Andersen, qui a rendu les histoires un peu plus moralisateurs. Bon. Justement, cette division entre la culture savante et la culture populaire se fait sentir terriblement, surtout lorsqu'il s'agit, comme vous venez d'évoquer, M. Hanselem, de la culture parisienne et les régions, même entre la culture parisienne et les banlieues. Cette division venant souvent de l'argent qui leur est accordé. Comment faire en sorte que la circulation se passe mieux entre capitale et région, capitale et banlieue, et culture savante et culture populaire? Lourd problème dans un pays qui a été aussi centralisé et parfois aussi élitiste. Qui veut? C'est la difficulté centrale hein, que nous rencontrons. Et
cette difficulté est accrue par ce que je disais tout à l'heure, c'est que le chant savant n'est pas homogène, loin de là, et le chant populaire aujourd'hui l'est de moins en moins. Par exemple, je me souviens il y a de ça 5-6 ans, j'ai fait un cycle de concerts sur l'Afrique, peut-être avec beaucoup d'erreurs dans mon esprit. Il n'y avait pas de dichotomie au niveau mot populaire. Disons, l'ensemble, on était de manière homogène dans quelque chose qui n'avait ni à être populaire ni à être savant, puisqu'il n'y avait pas cette fracture de la partition et de l'écrit. Et nous avions un certain nombre de formes qui relevaient des traditions lointaines, qui pouvaient encore être transmises, par exemple, par des nomades qui étaient venus. Et nous avions des formes urbaines. Et on est allé jusqu'à imaginer que parfois il y avait un concert de forme ancienne et un concert de forme urbaine. Et puis on est allé jusqu'à imaginer que parfois il y avait une première partie dans certains concerts tradition et une deuxième partie urbaine. Bon. Et le constat auquel nous sommes arrivés, c'est qu'il y a un public qui venait pour les traditions anciennes et un public qui venait spécifiquement pour les formes urbaines, et que quand on a mis les deux ensemble, ça s'est plutôt mal passé, quoi, entre les deux publics et le partie du public qui attendait l'entracte pour voir les formes urbaines et qui ne voulait pas assister au rituel nomade ou autre, et inversement, les personnes qui avaient apprécié la première partie sortant furieuses au fur et à mesure de la deuxième partie. Donc on est bien dans une problématique très très compliquée. Donc là-dessus, moi je ne peux que militer pour le fait qu'il doit exister sur le territoire un certain nombre d'institutions dont les missions soient clairement ancrées dans un projet volontariste et généraliste, entre guillemets. C'est-à-dire, oui, bien sûr, dans l'absolu, une forme acoustique nécessite tel type d'espace, une forme amplifiée en nécessiterait d'autres, mais passer par-dessus ces soi-disant obstacles objectifs pour imposer un certain nombre, imposer n'est pas le mot, mais pour qu'un certain nombre de structures, d'institutions, de relais, de festivals acceptent de se poser sur un champ plus généraliste et de voir qu'est-ce qui se passe quand quelle forme on peut trouver pour interpénétrer ces différents niveaux de culture. Il y a des fois c'est réussi, des fois c'est pas réussi. Je donne un exemple, même dans le champ purement occidental. Je vais me trouver en 2015 avec des questions d'inaugurer un nouveau lieu qui sera la Philharmonie. Et je vais me trouver avec une question d'un lieu donc fait pour le grand orchestre, Philharmonique de Berlin, New York, tout ce que vous voulez, les plus grands chefs d'orchestre et autres. Et puis les expositions. Bon. Et bien sur les expositions, à un moment, on va se trouver avec deux expositions. Et je ne sais pas moi-même aujourd'hui comment j'articule parce qu'elles ne font pas un sens direct de l'une à l'autre. Vous allez tout de suite comprendre. L'une, c'est la reprise de cette exposition qui est à Londres actuellement, qui est David Bowie. Et l'autre, c'est une exposition Pierre Boulez. Vous voyez l'écart sur le plan esthétique. C'est son 90e anniversaire. Bon. Et néanmoins, Bowie ou un autre, mais je ne veux pas abandonner cette problématique du grand écart, et il faudra que j'arrive à trouver un sens à cela, que je n'ai pas aujourd'hui intrinsèquement à travers le simple enjeu esthétique, si vous voulez. Et c'est très difficile. Alors avant que je ne conclue, brièvement, Guillaume Selem nous apporte sa réponse à votre question. Oui, je vais le faire très vite. Donc, la question, c'est de savoir comment on apprend à franchir les seuils de ces frontières multiples entre culture savante, culture populaire, Paris région, centre, périphérie. Bon. Voilà, alors, je réponds très très vite. Il me semble qu'on peut le faire par des projets communs,
par une action hors les murs, par tout ce qui permet à l'institution que nous représentons de confronter ses propres critères à ceux des populations qui ne viennent pas la rencontrer. Et je trouve que c'est une écologie qu'on doit savoir s'imposer. Nous, on fait tourner nos expositions autant qu'on le peut. On a là en ce moment une de nos expositions sur le logement social qui est montrée à Mexico, où ils ont des problématiques évidemment extrêmement fortes de répondre à la massification de la demande en matière de logement social avec peu de moyens. Enfin, on vit encore sous les effets de la crise des subprimes et de cette incapacité qu'a révélé le système économique à loger les pauvres, tout simplement. Bon, et en même temps, c'est intéressant parce qu'ils se disent, on va peut-être pas refaire comme en Europe, comme en France, les grands ensembles dans l'immédiate après-guerre. Bon, et voilà, ce sont des manières d'aller à la rencontre des populations qui viennent pas nous voir et de questionner nos propres critères. Eh bien, écoutez, il me reste à remercier nos débatteurs, Guillaume Sellem et Laurent Bell. Et puis, pour conclure, en guise de conclusion, je voudrais vous offrir 10 lignes, une pépite. C'est un extrait du discours d'Albert Camus, prononcé lorsqu'il reçut le prix Nobel à Stockholm, le 10 décembre 1957. Il n'avait plus que 755 jours à vivre, puisqu'il est mort le 4 janvier 1960, dans un accident de voiture, dans les circonstances que l'on sait. L'art n'est pas, à mes yeux, une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Albert Camus. Je vous remercie.